Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, en partenariat avec la Clinique Saint-Jean, notre équipe a décidé d'inviter des spécialistes pour discuter et prévenir des dangers liés à l'obésité. À ce titre, nous avons invité le docteur Maxime Mériot, chirurgien spécialiste du système digestif. Il a repris depuis peu le rôle de coordinateur de la clinique de l'obésité à Saint-Jean dans sa nouvelle fonction. Il a pour mission aussi d'informer les gens autour de l'obésité. Il nous parlera des traitements existants, mais aussi de la manière de prévenir l'obésité. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, nous avons également Madame Néel Ropp, qui est psychologue clinicienne, également à la Clinique Saint-Jean. Elle sera là pour nous éclairer sur la manière dont les personnes souffrent de cette maladie au quotidien. Et donc, merci aussi d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, au cours des dernières années, des études épidémiologiques et cliniques ont démontré que l'incidence de l'obésité a doublé, voire triplé, atteignant des taux de 10 à 15% similaires à ceux de jeunes adultes en Amérique du Nord. Ce phénomène inquiétant semble désormais toucher sans distinction toutes les catégories sociales. Cette problématique n'évolue pas qu'en Europe, mais dans le monde entier, à tel point qu'elle est reconnue comme une épidémie par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, par exemple, en 2014, on a 39% des adultes qui sont en surpoids et 13% sont obèses. 2,8 millions de personnes décèdent chaque année de complications associées au surpoids. C'est assez impressionnant comme chiffre. Donc malheureusement, cette maladie à part entière n'est pas encore toujours prise au sérieux par la population. Pourtant, nous verrons qu'elle est souvent associée à de nombreuses maladies chroniques. Alors, je vais commencer avec Maxime, donc docteur Mériot, comme ça vous mémorisez qui est le docteur Mériot, c'est Maxime. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément en quoi consiste l'obésité en tant que maladie chronique ? Alors, l'obésité, c'est une maladie, et j'insiste vraiment sur le mot maladie, qui va être provoquée par l'augmentation durable de la masse de graisse dans l'organisme. Et cette graisse en quantité dans l'organisme va entraîner une réaction inflammatoire de l'organisme qui, à son tour, va entraîner un dysfonctionnement des organes, entraînant également alors encore des problèmes de santé. Donc on va penser à des problèmes de diabète, d'hypertension, des douleurs, des problèmes ostéo-articulaires, des maladies du foie, jusqu'à entraîner parfois des cancers. Oui, c'est marrant parce que c'est vrai que vous insistez sur le terme maladie, mais beaucoup de gens ne se disent pas malades quand ils sont obèses, ou voilà, quand ils souffrent d'obésité. Oui, je suis obèse, mais ils ne voient pas ça forcément comme une maladie. Maintenant, vous parlez même de réaction inflammatoire, donc vous dites bien que ça touche alors tous les organes du corps. Voilà, donc on le sait, à partir du moment où quelqu'un est obèse, il va à un moment ou un autre développer des problèmes de santé. Et donc, on en reviendra dans les questions par la suite, la nécessité de la prévention également, parce que l'obésité, c'est une maladie. Au moment où on est en situation d'obésité, on n'est pas encore atteint des problèmes plus sérieux parfois comme de diabète et d'hypertension, mais il faut prendre le problème d'obésité en charge sérieusement pour prévenir le développement de problèmes de santé plus graves encore par la suite. Ok. Alors, Néel, c'est Madame Ropp. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer votre fonction à la Clinique Saint-Jean et quelle est votre spécialisation ? Oui, dans la clinique, je suis psychologue. Je travaille dans plusieurs services et les dernières années, je me spécialise surtout dans les maladies chroniques et les troubles alimentaires. Et donc, du coup, je fais des consultations dans la clinique d'obésité. Donc, vous accompagnez aussi les personnes face à leur obésité. Exactement. D'accord, ok. Je reviens alors vers vous, Maxime. L'obésité n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'obésité n'est pas une fatalité parce que pour l'obésité, il y a des traitements. On peut lutter contre l'obésité et donc qu'il ne faut pas subir cette condition d'obésité. Il ne faut pas constater simplement, se dire « je suis obèse », point. Il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place comme solution à proposer et donc ce n'est pas une fatalité. Je vous dis, il ne faut pas constater simplement qu'on est obèse. Il faut aussi alors oser venir en discuter auprès de spécialistes pour chercher ensemble des solutions et traiter ce problème.
Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, bon, on ne peut pas dire, ben voilà, je suis obèse et je ne sais rien faire. Hein. Non, parce qu'on en revient à la définition de l'obésité, qui est une maladie. Voilà. Et comme d'autres maladies, il y a des traitements. Oui, ça se soigne. OK. Neil, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment vous accompagnez les personnes qui souffrent de maladies chroniques? Oui, la maladie chronique, c'est très large, bien sûr. Tout dépend aussi de la demande du patient. Mais si on regarde plus spécifiquement pour l'obésité, ça dépend un peu à quel niveau il souffre. Hein. L'obésité peut amener beaucoup de difficultés au niveau social, au niveau émotionnel. Et donc, tout dépend un peu avec quelles questions ils viennent. Donc, vous allez regarder un peu... chaque personne, chaque patient. Par exemple, il y en a qui vont vous dire « Ah oui, mais bon, moi, ça me pose plus de problèmes socialement. » Il y en a, ils vont vous dire peut-être physiquement, j'arrive moins à me déplacer ou j'arrive... Et donc, en fonction de la demande, vous allez accompagner ça. Oui, c'est ça. Très souvent, on entend des difficultés avec le ramage de corps et ils se sentent vraiment très mal dans leur corps. Donc, à cause de ça, ils ne veulent pas sortir. Du coup, ou ils ne peuvent pas sortir. Du coup, on va regarder un peu plus l'image de corps et comment on peut aider à parfois accepter et parfois, ensemble avec l'aide de nutritionnistes, par exemple, changer un petit peu le corps aussi. Oui. Les aider peut-être à travailler sur l'image du corps, mais est-ce que vous les accompagnez aussi, par exemple, dans l'opération qui doit avoir lieu, s'il y a une opération qui doit avoir lieu? Oui, exactement. Donc, il y a toujours une consultation avec un psychologue obligatoire avant l'opération pour voir un peu où sont les difficultés et est-ce que la personne veut vraiment l'opération, est-ce qu'il est trop poussé par son entourage, est-ce qu'il est prêt à tous les changements qui viennent avec. Et donc, du coup, après, je l'accompagne aussi dans tous les changements qui sont nécessaires parce qu'il y a beaucoup d'adaptations alimentaires qui ont un impact sur la vie familiale parfois, la vie sociale, le travail parfois. Et donc, du coup, je suis là pour les accompagner, pour voir à quel niveau les changements posent problème ou pas. D'accord. Donc, en fait, ils doivent quand même suivre un certain régime avant et peut-être après aussi s'il y a des interventions chirurgicales. Ouais. Oui, j'aime pas vraiment utiliser le mot régime, mais c'est plutôt une adaptation. De leur manière de manger, qui est normalement important, oui. Et du coup, vous, en tant que psychologue, vous devez aussi vous mettre à jour par rapport à toutes ces informations-là, je suppose, avec les médecins. Oui. On a aussi une nutritionniste dans notre équipe et je communique beaucoup avec elle pour le côté nutritionnel, alimentation, etc. Et il faut toujours lire des articles scientifiques, etc. pour rester à jour. Ouais. C'est vrai que les psychologues, parfois, ils doivent apprendre aussi un peu de médecine, un peu de nutrition, un peu de... Voilà, un peu. Moi, j'apprends des choses parfois avec mes usagers aussi, c'est comique. Alors, Maxime, la question qu'on se pose souvent, parce que parfois on voit que l'obésité peut aussi toucher les enfants, mais à quel âge est-ce qu'on doit vraiment commencer à prévenir contre l'obésité ou en tout cas à la prendre en charge et à y faire attention? La prévention, bien sûr, elle commence dès le plus jeune âge. Ça, je vous apprendrai sans doute rien, mais c'est vrai que le travail, il est déjà fait dans les écoles sur l'éducation alimentaire, sur apprendre aux enfants, à nos enfants, à manger de manière équilibrée, variée, à connaître différents goûts, à mettre de côté le plus possible les sucres, les aliments transformés, à apprendre à bouger, à faire du sport. Donc, il n'y a pas d'âge pour la prévention, le plus tôt, le mieux. C'est vrai que dans nos sociétés, maintenant, il y a beaucoup d'aliments ultra transformés et la facilité de manger, de trouver des plats tout faits. Et c'est pas facile de retrouver du temps pour cuisiner, préparer. Mais si on arrive à donner aux enfants, dès le plus jeune âge, le goût des aliments, ils vont plus tard continuer
à manger les aliments qu'ils ont appréciés, les goûts qu'ils ont appréciés dans leur enfance. Donc c'est vrai que c'est petit qu'il faut leur apprendre à aimer les légumes, à aimer les bons aliments. Et Dieu sait que c'est pas facile. Ah non, mais... quand ils sont petits, ils veulent jamais manger des légumes, c'est la guerre. Moi, les épinards et les princesses, ça passe pas. Les choux de Bruxelles, encore moins. Mais c'est vrai que ça commence dès cet âge-là. S'ils s'habituent déjà à cet âge-là à comprendre qu'il faut manger des légumes, à découvrir les légumes, à apprécier le goût des légumes, mais ils vont garder ça après pour... Ça me fait sourire, je pense à mon fils qui m'a dit maman, moi je suis pas un lapin. Le boulot n'est pas facile, hein, mais... Il m'a dit qu'il n'était pas un lapin, donc voilà. Donc du coup, il voit pas pourquoi on doit manger des choses vertes parce qu'il n'est pas un lapin. Donc c'était assez comique. Mais c'est vrai que les diététiciennes en général, ils nous expliquent que ça met quand même pas mal de temps à habituer un enfant à aller. Il faut qu'il voit plusieurs fois l'aliment pour pouvoir s'habituer et accepter de le manger. C'est tout un art finalement. La prévention. Et c'est marrant aussi parce que dans certaines cultures, si tu manges bien et que tu es bien rond, ça veut dire que tu es en bonne santé en fait. Alors qu'on ne devrait pas penser comme ça, de croire que le surpoids c'est bon pour la santé parce que ça ne l'est pas en réalité. Mais c'est vrai que beaucoup pensent, on se dit toujours mange. Ou si ton enfant n'est pas très gros ou un peu normal, en fait, on va dire mais qu'est-ce qu'il a, tu ne nourris pas, il n'est pas assez gros, etc. Donc, oui, c'est vrai que ça nous renvoie à des images des décennies précédentes où on voyait la personne bien en chair, qui était signe de bonne santé, peut-être de réussite. Parce que je pense qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de l'obésité comme on en parle aujourd'hui. On a fait beaucoup d'études ces dernières années sur l'obésité, sur les dysfonctions et les problèmes que ça entraîne. Et on est beaucoup plus alerte maintenant, en effet, sur l'obésité en tant que maladie qu'on l'était à l'époque. Avant, on n'en parlait pas. Et ça, on peut revoir 30, 40, 50 ans en arrière, les mêmes choses sur le tabac et tout ça, des choses qu'on ne connaissait pas. Et là, maintenant, d'avoir étudié l'obésité beaucoup plus, ben voilà, on est beaucoup plus au fait maintenant des problèmes liés à l'obésité, donc beaucoup plus attentif à la santé. Parce qu'avant, l'obésité, c'était un standard de beauté. Enfin, si on prend quelques siècles en arrière, c'est vrai, les femmes rondes, les femmes avec des formes, c'était un standard de beauté. Maintenant, quand on parle il faut peut-être différencier. Quand on parle de la clinique de l'obésité, enfin, on s'entend bien, vous parliez de l'obésité morbide, enfin, le terme obésité, je suppose qu'il doit y avoir un BMI ou un certain poids à avoir pour que ce soit considéré comme de l'obésité, parce que l'idée c'est pas par exemple de faire une chirurgie par exemple pour l'obésité alors qu'on n'est pas obèse par exemple, vous voyez, genre j'ai envie d'avoir un corps filiforme et d'être mignonne et de maigrir, par exemple moi j'ai 5-6 kilos à perdre, là je vais pas aller me faire une chirurgie, on est bien d'accord quoi. Non bien sûr, et donc d'ailleurs à Saint-Jean on porte le nom de clinique du surpoids et de l'obésité. Ouais. Donc on traite le surpoids autant que l'obésité. Et l'obésité, elle est soumise à définition. Il y a des critères très stricts, légaux, inscrits dans la loi pour des gens qui puissent ou non bénéficier d'une chirurgie. Et ça, c'est très strict. C'est vraiment basé sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le rapport entre le poids et la taille. Et si vous faites ce calcul-là, il faut arriver à un indice de masse corporelle de 40 pour rentrer dans la définition d'obésité morbide et de commencer à discuter alors de chirurgie, de processus, de discussion en vue d'une chirurgie. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes obèse morbide que vous allez être opéré. Ça, c'est tout le job qu'on a au sein de la clinique avec Neil et les autres collègues, d'un parcours de santé, d'un parcours multidisciplinaire avant, pour voir si le patient est candidat à une chirurgie ou pas. Ah oui, voilà. Donc, il y a toute une décision et peut-être un parcours, des étapes à traverser avant de pouvoir faire l'opération. On va peut-être d'abord essayer des régimes ou changer l'alimentation, des choses comme ça. Le patient qui vient nous voir en consultation en disant « Docteur, je veux une chirurgie », souvent ça commence mal parce qu'ils doivent comprendre qu'en effet, il y a vraiment tout un parcours à faire avant. Et de nouveau, tout ça est inscrit dans un cadre légal. Ce n'est pas le chirurgien seul qui décide. On doit vraiment avoir un accord du psychologue et un accord du médecin endocrinologue
en vue d'une chirurgie. D'accord, ok. Alors, moi, je reviens un petit peu vers Neil. Quelles sont peut-être les conséquences sur la santé mentale de l'obésité? Les conséquences peuvent être très variées. Chose que je disais tout à l'heure aussi, c'est parfois on est tellement en surpoids que physiquement on arrive difficilement à bouger. Et en plus, on se sent tellement mal dans son corps qu'on n'a plus envie d'aller dehors, d'être confronté avec des gens sur la rue qui peut-être se moquent de toi ou envers tes amis qui ne comprennent pas très bien pourquoi tu es en surpoids ou en obésité. Et donc, du coup, on va de plus en plus s'isoler. Mais quand on va s'isoler de plus en plus, du coup, on a de moins en moins des activités qui sont plaisantes, qu'on aime bien faire. Et du coup, le risque de déprimer est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on voit très souvent. Des gens qui s'isolent, qui ont beaucoup moins de contact avec leurs amis, la famille parfois. Et du coup, ils dépriment. Oui, donc on retrouve aussi de la dépression, de l'isolement, du repli sur soi. Ok, donc toutes ces choses-là peuvent mettre un petit peu en difficulté la personne qui souffre d'obésité. Il y a peut-être des personnes qui vous disent, moi je suis obèse et je ne souffre pas psychologiquement, ça existe aussi, bien je suppose. Sûr, heureusement que ça existe aussi. Okay. Oui. Mais c'est vrai qu'on le sait, comme Maxime l'a dit, c'est vrai qu'on peut... on s'abîme quand même malgré tout. L'obésité est quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé physique et aussi mentale, comme vous venez de le dire. Alors, on va s'arrêter pour une toute petite pause. Donc, chers auditeurs, dans quelques instants, on continue avec nos invités à parler de l'obésité. Maxime viendra nous parler justement du fait qu'il est chirurgien et il va nous parler un peu de ses interventions et du suivi des patients. Et Né, elle est psychologue et donc elle va aussi nous apporter son regard plus clinique au niveau du soutien psychologique des usagers. Donc, je vous dis à tout de suite dans quelques instants sur Arabelle FM. Bienvenue chez Aswax. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Juste avant la pause, on parlait de l'obésité et donc on a commencé un petit peu à introduire le sujet. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur la page d'Arabelle et au 0488 106 800 si vous avez des questions. Donc, je reviens avec Docteur Mériot, donc qui est Maxime Mériot. On voulait savoir un petit peu quels étaient les symptômes les plus fréquents que l'on pouvait retrouver dans l'obésité et ceux qui sont les moins fréquents. Alors, les plaintes des patients que je vais voir en consultation, les plaintes les plus fréquentes, ça va être principalement des douleurs de dos, de pieds, de genoux, vraiment toutes les douleurs ostéo-articulaires, de l'essoufflement important, les gens qui disent quand je marche, je dois vraiment m'arrêter, faire des pauses pour reprendre mon souffle. J'arrive pas à monter les escaliers en une seule fois. De nouveau, je dois faire des pauses. De la fatigue également, des gens qui vraiment traînent une fatigue dont ils n'arrivent pas à se remettre. Donc c'est vrai que moi, ça va vraiment être principalement les symptômes, les plaintes physiques. Puis ma collègue va être à l'écoute de toutes les plaintes non visibles, versant psychologique. Et après, il peut y avoir aussi tous les symptômes qu'on ne lie pas spécialement à l'obésité. Je pense par exemple, je revenais, c'est vrai que sur le problème de fatigue, on sait que l'obésité peut entraîner des syndromes d'apnée du sommeil. Ah ouais. Et des gens qui ont des apnées du sommeil, c'est des gens qui vont en effet avoir une fatigue chronique. Et en traitant l'obésité, en perdant du poids, on va peut-être arriver à traiter les apnées et donc traiter la fatigue. Et donc parfois, du premier coup, on ne lie pas tout ça ensemble. Des jeunes femmes qui ont des problèmes de fertilité, parfois liés à l'obésité également. On sait que l'obésité peut entraîner des problèmes d'ovaires polykystiques qui peuvent entraîner un problème de fertilité. Et on ne leur lie pas toujours non plus au problème d'obésité. Donc on sait que si on traite l'obésité, en perdant du poids, parfois, les jeunes femmes retrouvent une fertilité
meilleure. Oui, c'est vrai, ça j'avais entendu que les soucis de fertilité peuvent être aussi liés au surpoids et que le fait de perdre du poids, ça pouvait aider aussi les femmes à tomber enceintes. Au début, je me dis, tiens, mais quel rapport, pourquoi le gynécologue demande par exemple à sa patiente de perdre du poids pour tomber enceinte et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que ça impacte vraiment toutes les sphères de la santé. Est-ce que, Neil, vous pensez qu'il existe des facteurs psychologiques qui pourraient favoriser le fait d'être dans l'obésité? Je pense que c'est difficile de vraiment dire favoriser, mais il y a surtout certains éléments psychologiques qui peuvent jouer dans l'obésité. Et c'est surtout dans la gestion des émotions, sur la manière de manger. Très souvent, quand on est triste, je pense que tout le monde a ça de temps en temps, on a cette habitude de prendre du comfort food, comme on dit. Une glace le soir, un petit chocolat. Mais donc, du coup, c'est notre manière de gérer nos émotions. Et on est très souvent triste pour plusieurs facteurs. Si on va manger une glace chaque soir, alors ça peut jouer du coup sur notre poids. Pour pas dire que c'est la seule cause, bien sûr, l'obésité, c'est vraiment très complexe. Mais donc la tristesse, la gestion des émotions, ça peut vraiment jouer un rôle. À côté, l'image du corps joue aussi. Quand il y a des personnes qui sont pas très occupés par comment ils sont physiquement. Et donc, du coup, s'ils prennent 5-6 kilos, ça va pas trop leur déranger. Ils vont continuer leur vie. Et donc, du coup, bon, voilà, ça va. Mais quand on est très focalisé sur notre corps, comment est notre poids, notre forme, etc., on va très vite aussi faire des régimes. Et certains régimes sont OK, mais il y a aussi beaucoup de régimes qui vont pas bien pour tout le monde. Et donc, du coup, on fait un régime très souvent très strict, où on va peut-être perdre plusieurs kilos dans quelques semaines. Mais vu que le régime est si strict, on n'arrive pas à le tenir sur le long terme. À un moment, on craque, comme on dit. On va se culpabiliser, on va se sentir mal. Donc, du coup, on va si on a cette gestion des émotions, par exemple, là, où on va manger une glace quand on se sent mal, donc on craque, on se culpabilise. On dit, tout est foutu, je vais reprendre à manger. Mais du coup, on fait des yo-yo. Et donc, voilà, on perd, on reprend, on perd, on reprend. Mais on sait aussi, avec des yo-yo, très souvent, à la fin, on arrive avec un poids, parfois même plus qu'avant qu'on a commencé le régime. Et donc, du coup, tout ça, c'est aussi donc lié à comment on se voit, comment on voit notre corps, est-ce qu'on fait des régimes ou pas. Voilà. Mais c'est aussi l'acceptation de soi, c'est-à-dire voir aussi comment on prend soin de son corps. Est-ce qu'on nous a appris, jeunes, à prendre soin de nous ou pas, par exemple. Oui. Très important aussi. Oui. C'est la manière dont, peut-être aussi nos familles, notre entourage, prend soin de son corps ou pas, ou de son image. Parfois, on se dit, oh, mais pas besoin, c'est pas grave. Alors que prendre soin de soi, c'est aussi lié à l'estime de soi, aussi. Comment on peut s'aimer, aussi apprendre à s'aimer. Oui, et prendre le temps pour s'aimer. Et surtout, on voit quand on est très fort occupé, on travaille tout le temps, on court d'ici, par là, pour les enfants, etc. Donc, on prend moins de temps pour soi. Et donc, du coup, on va moins faire attention sur ce qui se passe dans son corps. Mais on se sent mal quand même avec notre corps. Mais on n'arrive pas à trouver comment faire. Et donc, du coup, on mange peut-être mal. C'est vrai que la question du temps, elle est aussi importante. Quel temps on va s'octroyer? On rigolait avec ça avec mes collègues l'autre jour. Elle me dit, ma collègue me disait, Virginie, tu vois comme ça, mais là, il y a 2 heures de ravalement de façade. Elle me dit, 2 heures pour les ongles, pour les cheveux, Elle me dit, les hommes, ils font pas tout ça pour nous. Alors on rigolait entre filles par rapport à ça. Parce que moi, je suis plutôt style basket training, un peu en mode un peu cool comme ça. Et c'est vrai qu'elle me dit, tu sais, pour le moral, ça fait du bien aussi de se faire un peu coquette, etc. Et je rejoins assez, c'est vrai, le temps. Est-ce que parfois on ne fait pas ça de sa priorité? C'est-à-dire qu'on se dit pas, mais dans mon planning, je dois intégrer le fait de me faire du bien à moi-même et de prendre du temps pour moi. Donc, prendre soin de soi, mettre un petit soin dans ses cheveux ou regarder son corps aussi. Parfois, on se regarde même plus aussi. Oui. Et je pense dans surpoids, obésité, c'est un peu un cercle vicieux. On se sent très mal dans son corps et donc, du coup, on va
essayer de moins le regarder, prendre moins soin pour moins être confronté avec l'image qu'on n'aime pas. Mais donc, du coup, on va moins s'aimer parce qu'on ne fait plus d'efforts non plus. Et moins on s'aime, moins on prend soin de soi. Exactement. Et moins on prend soin de soi, moins on s'aime. Et donc, c'est le chat qui se mord la queue, on va dire. Ouais. Donc, c'est pas facile. Il y avait une question qui revenait aussi beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des causes génétiques à l'obésité? Parce que parfois, on voit que dans certaines familles, tout le monde est un petit peu obèse ou tout le monde est en surpoids. Et est-ce que c'est génétique, ça se transmet dans les gènes, l'obésité, ou pas forcément? Alors, on a pu mettre en évidence qu'il y avait, oui, des causes génétiques à l'obésité. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail parce que je ne suis pas non plus généticien, mais on a vu qu'il y avait des mutations, donc des changements dans l'ADN, et principalement, il y avait une hormone, la leptine, qui est une hormone qui intervient dans la régulation de l'appétit et de la dépense d'énergie, qui peut, en effet, avec le temps, donc, être transformée et moins bien fonctionner. Et donc, il y a une transmission génétique de cette hormone modifiée qui fait qu'on n'est pas tous égaux à la base par rapport à face à l'obésité, à l'alimentation, à la dépense énergétique et tout ça. Parce que du coup, certaines personnes pourraient se dire chez nous on est tous comme ça sert à rien que je fasse un régime ou que je me fasse opérer parce que de toute façon je serai toujours gros. Est-ce qu'on peut stabiliser son poids? L'obésité, on ne peut pas dire que c'est simplement un problème de génétique non plus. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour l'obésité. Donc, même dans des familles où on a une tendance à l'obésité, avec donc peut-être une prédisposition génétique, un traitement peut toujours être proposé parce qu'on n'expliquera jamais le problème d'obésité uniquement par un problème de génétique. D'accord, ok. Donc il n'y a pas que la génétique, c'est multifactoriel, on va dire. Ok. Justement, tout à l'heure, vous parliez de la collaboration avec les collègues. Donc, ça vous arrive régulièrement de collaborer avec l'équipe. Par exemple, imaginons, il y a une personne qui est obèse, qui arrive. Alors, il ne va pas d'abord chez Maxime, parce que s'il va chez Maxime et qu'il dit « je veux une opération », Maxime va lui dire « viens pas ici, va chez Neil d'abord ». Donc, à qui il doit faire la demande d'abord? Est-ce qu'il demande à voir le psychologue en premier? Est-ce qu'il en parle à son généraliste? Comment ça se passe en général quand les gens arrivent chez vous? En général, chez nous, on voit qu'il y a un peu des personnes avec deux demandes différentes. Il y a des personnes en surpoids, obésité, qui ne veulent pas faire l'opération et qui viennent quand même parce qu'ils veulent quand même changer leur manière de manger, ils veulent quand même perdre du poids. Généralement, ils arrivent d'abord chez la nutritionniste et avec la nutritionniste, ils regardent plus côté comment manger, etc. Et donc, elle regarde avec la personne, est-ce qu'une approche psychologique, motivationnelle aussi, peut leur aider. Et donc, du coup, ils peuvent venir chez moi ou pas. C'est un peu sur leur demande. Et tu as des personnes qui viennent avec l'idée de faire une opération. Ils peuvent parfois quand même commencer chez les chirurgiens ou chez la nutritionniste. En tout cas, ils commencent chez un médecin. Et après, ils regardent le côté médical. Et si pour le côté médical, donc ça veut dire le BMI, etc. Je ne connais pas assez, ça c'est Maxime qui peut mieux expliquer. Mais une fois que ça c'est bon, il vient chez moi. Et ça, c'est obligatoire. Donc une personne qui veut faire une opération doit passer chez moi. Et chez moi, on va regarder... comment il voit l'opération? Est-ce qu'il comprend ce que c'est l'opération? Parce que très souvent, on a l'idée, l'opération pour l'obésité, c'est la facilité. Tu fais ça et après, tu ne dois plus rien faire. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pas facile, l'opération lui-même. Il y a des douleurs après, mais il y a aussi tout l'aspect de changement d'habitude. Et changement d'habitude, c'est très difficile quand même. Et donc, du coup, c'est ça que... On voit que le mental, c'est parfois même plus difficile que le physique parce que moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être réduire leur estomac ou qui vont faire l'opération physique, mais dans leur tête, ils n'arrivent pas à changer leurs habitudes alimentaires. Et donc, parfois, ils vomissent parce qu'ils ont l'habitude de manger à une certaine dose. Et après l'opération, leur cerveau n'est pas encore connecté à leur estomac, on va dire. Oui, effectivement, ça arrive
quand même pas mal de fois. Aussi, parfois, l'image de leur corps ne change pas tout de suite non plus. Parce qu'avec l'opération, c'est vrai qu'on perd du poids assez vite, mais on n'arrive pas à s'habituer si vite à notre nouvelle image. Donc ça aussi, c'est un sujet... Oui, il faut travailler sur la nouvelle image de soi. On a l'habitude d'être assez fort, et puis là, on l'est plus. Donc c'est vrai que, ou en tout cas, on perd très vite du poids. Donc c'est vrai que... Et du coup, la personne doit obligatoirement voir psychologue, nutritionniste aussi, ou diététicien aussi, ou pas? Alors, légalement, la nutritionniste ne doit pas être vue. Maintenant, nous, on a la chance de travailler avec 2 médecins nutritionnistes au sein de la clinique de l'obésité, qui, je pense, est une énorme chance et opportunité pour les patients. Parce qu'en effet, la majorité du changement va passer dans l'alimentation. Donc, ça permet d'avoir vraiment un suivi optimal pour le patient. Ah oui, voilà. Donc, pour revenir sur ce que Nel disait, c'est vrai que les portes d'entrée dans la clinique de l'obésité sont multiples. Nutritionniste, chirurgien ou psychologue, plus rarement en première intention. Mais comme c'est un travail d'équipe, de toute façon, tout patient qui vient voir l'un ou l'autre... Vous en rediscutez en équipe, va être discuté, c'est clair, à un moment. Alors, juste avant qu'on repasse de nouveau en pause, on voulait vous savoir, c'est ce fameux indice de masse corporelle, est-ce que c'est suffisant pour effectuer le diagnostic d'obésité ou pas? Alors, non, l'indice de masse corporelle, c'est un très bon indice quand même qui permet de donner un chiffre objectif, parce que la définition de l'obésité, c'est normalement un IMC supérieur à 40. Égal ou supérieur à 40, là, dans les textes, on dit qu'on est obèse morbide à partir d'un IMC à 40. Mais ce n'est pas la seule définition universelle de l'obésité. Parce que pour 2 patients qui auraient la même masse, ils n'ont pas spécialement la même quantité de graisse, et donc ils ne vont pas être spécialement tous les 2 en situation d'obésité. Parce qu'on va prendre en charge aussi l'âge, le sexe, la quantité de muscles, le squelette. Donc l'IMC, bon indice pour avoir une valeur objective, mais n'est pas l'unique indice qu'on va utiliser pour définir l'obésité. Ah oui, voilà. Donc, c'est pas l'unique indice. OK. Alors, on va devoir repartir à la pause. Je sais que vous aimez cette émission, mais restez avec nous de toute façon. Dans tous les cas, on revient et on continue avec nos 2 spécialistes sur l'obésité. Et voilà, nous sommes de retour dans cette dernière partie de l'émission. Bon, j'espère qu'on pourra aborder tous les sujets qu'on avait prévu d'aborder avec nos invités. Et justement, je disais au docteur Mériot, donc à Maxime, que ce serait chouette qu'on parle un petit peu des traitements de l'obésité qui existent, histoire que nos auditeurs puissent quand même savoir voilà, de quoi il en ressort si on veut traiter cette maladie qui est l'obésité. Alors, les traitements, on peut les diviser en 3 en fonction qu'on se situe vraiment en situation d'obésité morbide, obésité ou surpoids. Donc il y a vraiment la chirurgie, c'est mon job que je vais plus le développer. Il y a aussi quand même toute une partie médicale, il y a quand même des médicaments qui peuvent aider à perdre du poids, en plus d'un rééquilibrage alimentaire, ou si on veut perdre 5-6 kilos, on peut le faire via cette voie-là. Et puis il y a la partie simplement rééquilibrage alimentaire pur. Pour la partie chirurgie, donc il existe plusieurs opérations, on va dire principalement 2 opérations dont on parle le plus, qui est le bypass gastrique et la sleeve gastrique, qui sont les 2 chirurgies les plus répandues en Belgique et à travers le monde. La sleeve gastrectomie, où on vient vraiment réduire la taille de l'estomac, donc on va moins manger et arriver plus vite à sa faim. Donc on va clairement diminuer les quantités d'aliments et donc les calories qu'on va ingérer. Et le bypass gastrique, où on va également faire une petite poche d'estomac et donc diminuer la quantité d'aliments qu'on va manger. Et on court-circuite également l'intestin pour modifier l'absorption des graisses, des sucres, des calories. Ça, ce sont vraiment les 2 traitements. Alors, on les choisit sur base du bilan qu'on va réaliser avec les patients. Quand ils viennent nous voir en consultation et qu'on les sent prêts à rentrer dans un processus de chirurgie, on fait pas mal d'examens de radiologie, de gastroscopie, de prise de sang.
On se base très fort sur l'avis de nos collègues également pour vraiment choisir la meilleure chirurgie par rapport au profil du patient. Donc il y a divers traitements possibles qu'on adapte vraiment au profil du patient, à son histoire, à son comportement, à ses envies. Mais également. Ça consiste vraiment en quoi plus spécifiquement? Parce que c'est vrai qu'on entend bypass et sleeve, etc. Mais la sleeve, c'est vous retirez un morceau d'estomac, c'est ça? La sleeve, Oui. on vient couper et retirer 3/4 de l'estomac. 3/4, Ouais. c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, après, on sait que c'est élastique ce truc, hein, donc ça s'agrandit. Donc, En effet, c'est un muscle et donc le risque au long cours, c'est de retirer un petit peu, comme vous dites, sur l'élastique. Donc, je réinsiste évidemment sur la nécessité du suivi ouais, voilà, et c'est ça. du cheminement post-opératoire, parce que l'opération, c'est un temps T. Vous venez un jour, vous vous êtes opéré, et puis chaque patient fait ce qu'il veut de son opération. Finalement, le succès de l'opération, c'est le patient qui le décide. Moi, j'opère, je fais l'opération, et puis je dis au patient, mais voilà. C'est fait, maintenant il Vous faut... êtes opéré, maintenant, vous avez les commandes pour assurer le succès de cette chirurgie-là. Et l'autre, le bypass, c'est... Le bypass, donc là, on ne retire rien, mais on vient couper également l'estomac pour faire une toute petite poche, et on vient brancher l'intestin dessus. Donc les aliments ne suivent plus le chemin classique estomac, intestin. Ils vont directement, petite poche d'estomac, directement dans l'intestin, et l'alimentation commence plus bas. Et donc ça coupe un peu l'envie de manger, peut-être, c'est ça? Oui, parce que comme on a un plus petit estomac, forcément, les quantités, on va très vite être rassasié. On met des petites quantités, très vite, on n'aura plus faim. Et puis, on va moins absorber tout ce qui les graisses, les sucres qu'on va manger encore dans l'alimentation de tous les jours vont moins passer dans le sang, vont être moins absorbés, parce que quand on a 5 mètres d'intestin, on va dire en moyenne, pour absorber tous les aliments et les nutriments, après un bypass, comme on court-circuite une partie, on n'a plus que 3,50 mètres d'intestin pour absorber et digérer. D'accord. Et donc, dans les deux cas, ça fonctionne. C'est-à-dire, techniquement, ça fonctionne. C'est 2 opérations qui font perdre du poids. D'accord. Et pour optimiser la perte de poids au long cours, on va vraiment adapter et choisir la bonne opération par rapport au patient. à la personne. Ouais. D'accord. Il y avait aussi cette question de la famille et de l'impact que l'obésité peut avoir dans la famille. Est-ce que vous recevez aussi parfois la famille, Neil, en consultation pour voir un petit peu comment ça se passe dans les relations avec la famille? J'ai très peu l'habitude de voir la famille avec la personne en consultation, mais c'est souvent un sujet quand même. Quand on parle, très souvent, c'est gênant au début de manger avec la famille parce que on peut manger très peu, on doit manger très lentement et donc du coup il y a l'habitude de manger à table mais vite ou des choses comme ça. Donc ce sont quand même des sujets de discussion. Ça c'est en post-opératoire, c'est-à-dire après l'opération, oui. Il arrive que vous discutiez de ces choses-là avec, oui. Avec la famille aussi en disant oui ils n'ont plus trop envie de manger ou ils mangent trop lentement, donc ça peut avoir des conséquences sur la famille. Oui, oui, exactement. D'accord. Moi j'ai oui. deux anecdotes sur la famille et le poids de la famille. Il y a 2 anecdotes de patientes qui me viennent comme ça. Une patiente qui est venue il y a 1 an, qui se fait opérer il y a 1 an, dont le déclic, ça a été un jour, elle était à la foire avec ses 2 enfants. Ils voulaient faire un manège. Elle n'a pas pu rentrer dans le manège parce qu'elle elle rentrait pas dans le manège. Et pour elle, elle a dit vraiment, là, je me suis détestée de pas pouvoir proposer à mes 2 enfants le manège. Parce que ça peut avoir un impact sur les enfants, sur la famille, dans le sens pour les activités. C'était un déclic et elle s'est dit il faut que j'arrête. Quoi. Un déclic et la deuxième, émouvante, très court aussi, une patiente qui a été opérée il y a 6 mois, qui a perdu du poids et que j'ai revue la semaine dernière et qui m'a dit ma fille m'a prise dans les bras et m'a dit maman, je peux te reprendre dans les bras. Ah oui. Et évidemment, pour une maman, c'était hyper émouvant. Et donc, c'est vrai que là, on ne soupçonne pas l'impact sur la famille. Les conséquences sur la famille. Sur les enfants. Oui, c'est non négligeable. Et puis même aussi sur la santé à plus long terme, parce que si on a des enfants, justement, et puis qu'on cumule les problèmes de santé,
à cause de l'obésité, c'est vrai que c'est pas l'idéal non plus. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents à faire ce type d'opération. Ils ont peur des effets secondaires. Ça arrive que ça se passe mal parfois quand même, ce type d'opération. Alors oui, comme toute opération, alors comme toute chirurgie, il y a des risques de complications qu'on peut pas nier, qui sont minimes mais qui existent. Dans la toute grande majorité des cas, il y a zéro complication, mais évidemment pour le patient qui aura la complication, pour lui ça va être problématique. Ce sont des chirurgies qu'on connaît bien, qui ont vraiment plusieurs dizaines d'années d'existence et qu'on pratique beaucoup, donc dont on connaît également toutes les complications éventuelles et qu'on arrive à traiter. Ce sont des chirurgies qui ont aussi des effets secondaires, d'où la nécessité absolue, et ça c'est vraiment le contrat qu'on va faire avec le patient quand il vient nous voir. C'est que, ok, on vous prend en charge, mais alors il faut revenir nous voir. Le post-opératoire est extrêmement important après ce genre d'opération. Il n'y a pas de raison d'être en mauvaise santé après ce genre d'opération. Ce genre d'opération, c'est pour retrouver de la santé. Et donc, si on est bien suivi avec des prises de sang, si on prend des vitamines, si on doit prendre des vitamines, il n'y a aucune raison d'être en mauvaise santé. Et c'est vrai que pour ça, parfois, les réseaux sociaux et Internet sont... oui, on nous dit qu'il faut prendre des traitements à vie quand on fait ce type d'opération. C'est vrai, ça ? Oui. Pour le bypass, il faudra prendre des vitamines à vie. Ah, des vitamines, c'est pas un traitement, c'est des vitamines. C'est des vitamines, sont des compléments alimentaires. Donc, en moyenne, c'est une gélule qu'on prend chaque matin qui contient plein de vitamines, du fer, du calcium, du magnésium. D'accord. Pour rester en bonne santé. Et pour moi, vraiment, tous les gens parfois qui font beaucoup de bruit en disant « j'ai eu un bypass, je vais pas bien, ne faites jamais cette opération », pour moi, ce sont des patients qui n'ont pas de suivi. Ah, qui font pas le suivi après post-opératoire. Qui n'ont pas de vitamines, qui font pas de prise de sang. Parce qu'une fois qu'on est à l'équilibre dans ces prises de sang, qu'on manque de rien en vitamines, en fer, en magnésium, il n'y a aucune raison d'être aucune raison que ça se passe pas bien. Ouais. Alors, et puis il y a aussi toute la question psychologique. Je veux dire, il faut encore s'accepter. Donc quand on fait cette opération, parfois, mais comme Maxime disait, on fait l'opération. On donne les commandes aux patients en disant ben voilà, maintenant techniquement vous êtes plus censé grossir, au contraire vous allez maigrir, mais il faut encore que la tête se connecte, Neil. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on propose toujours un rendez-vous chez moi ou ma collègue psychologue dans les 2-3 mois après l'opération pour voir le premier changement, comment ça se passe, comment il se voit. J'ai une collègue qui avait l'habitude de travailler aussi avec des photos pour se voir avant l'opération, après l'opération, qui aide visuellement aussi à voir la différence. Et après, ça c'est vraiment un travail sur le long terme aussi. Il y a pas vraiment... Vous continuez à les accompagner après l'opération ? En théorie, oui. Allez, ils peuvent toujours revenir pendant des années, même s'ils veulent, chaque 3 mois, chaque 6 mois pour un suivi. Après, dans la pratique, on voit qu'il y a très peu de personnes qui reviennent en post-opératoire chez le psychologue, malheureusement. C'est vrai ? Ouais. Peut-être qu'ils se sentent bien, qu'ils en ont peut-être pas besoin. J'espère. Moi, je me dis toujours ça. Moi, je dis toujours, quand mes patients ne viennent pas, c'est que j'estime qu'ils vont bien. Voilà. Je me dis pas, ils viennent pas alors qu'ils devraient. Je dis non. Si ça va pas, de toute façon, ils savent où je suis. Donc, moi, je préfère penser comme ça parce que sinon, je dors pas la nuit. Donc, voilà, sinon, on va s'inquiéter. Mais donc, c'est vrai que dans l'idéal, ce serait bien qu'ils reviennent. C'est un peu comme disait Maxime, c'est bien d'avoir un suivi derrière ce type d'opération, même au niveau psychologique, retravailler sur la nouvelle image du corps, etc. C'est quand même important. Ouais. Il y avait aussi la question, tiens, est-ce que justement l'obésité, on peut la considérer comme un trouble alimentaire ? Je pense dans le sens strict du mot trouble alimentaire, je ne crois pas que ça rentre dedans. Après, il y a peut-être comment dire ça, un lien entre l'obésité et les troubles alimentaires. Je vois quand même beaucoup de personnes en obésité qui ont des troubles alimentaires, comme de boulimie ou de binge eating.
Donc il y a forcément un lien, mais pas toujours non plus. Oui, l'hyperphagie, etc. C'est ça. Oui. Ça n'a pas toujours un lien, mais parfois il y a une corrélation. Donc c'est ça que vous voulez dire. Oui. Ok. Et alors, je reviens vers Maxime. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines populations qui sont plus susceptibles de développer de l'obésité ? Parce que par exemple, on a parlé des États-Unis, on a fait la comparaison en introduction des Américains, pour qui il y a quand même pas mal d'obésité là-bas. Est-ce que c'est à cause des fast-foods ? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est une culture là-bas ? Mais est-ce qu'on peut dire que ça existe des cultures ou des populations qui sont plus susceptibles de développer de l'obésité ? Oui. Oui. Oui, je pense que clairement, on mange pas tous de la même façon. Il y a des coutumes alimentaires propres à chaque pays. Il y a des manières de cuisiner propres à chaque pays, des cuissons différentes, hein, le beurre versus l'huile. C'est pragmatique, on le sait, on le voit. Donc, je pense que oui, clairement, il y a des différences à travers le monde par rapport à l'obésité, mais de moins en moins malgré tout. On voit que toute la population mondiale, et c'est pour ça qu'après l'Organisation mondiale parle vraiment d'épidémie, parce que plus personne n'est vraiment à l'abri, mais je pense qu'on peut encore quand même déceler des comportements plus à risque de tendre en effet vers l'obésité que d'autres. Donc ça va être la manière de manger, la manière de percevoir aussi l'image du corps. On parlait de standards de beauté il y a quelques siècles. Dans certaines cultures, les standards de beauté, c'est plus être bien en chair. Dans d'autres cultures, ça l'est moins. Enfin, en Occident, ici, en Europe, on est plus sur le standard de beauté maigrichon. Donc voilà. Donc ça pourrait impacter aussi l'obésité. Alors c'est marrant quand vous parlez d'épidémie. Moi, je suis c'est impressionnant quand même, parce que dire qu'il y a une épidémie d'obésité, c'est fort quand même comme mot. Hein. Ouais, c'est pour montrer que c'est grave en fait, que ça a un incident sur plein d'autres maladies en fait. Oui, et que sur les 30 dernières années, c'est en augmentation. Et pourquoi ça augmente comme ça ? Est-ce que c'est peut-être notre mode de vie ? Est-ce qu'on bouge moins, on fait moins de sport ? Nos modes de vie, on pourrait résumer simplement à dire on mange plus et on bouge moins. Ah ouais, on mange plus, on bouge moins. Parce qu'on a beaucoup plus accès à la nourriture de manière variée qu'il y a 30-40 ans en arrière, avec maintenant vraiment en supermarché des produits ultra transformés, et on mange tous de temps en temps des plats tout faits, ou des pizzas et des choses comme ça, qui sont, on le sait, ça, on n'inventera rien, très caloriques, plein de sucre. Même les pizzas surgelées. Malheureusement. Mince alors. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire une croix définitive dessus, mais c'est varié. On avait déjà une diététicienne qui était venue nous dire on peut se faire des petits plaisirs de temps en temps, mais il faut essayer d'être équilibré de manière générale, quoi. Donc, alors moi, on va tout doucement terminer l'émission, mais j'avais quand même envie de vous demander un petit conseil pour nos auditeurs chacun. Est-ce que vous avez un petit conseil pour nos auditeurs ? Alors, un conseil pour la personne qui nous écouterait, qui se retrouve en effet en situation alors, donc d'obésité, comme on l'a décrit juste avant, franchement, c'est de dire, en répétant tout notre dialogue d'une heure, que c'est pas une fatalité. Il ne faut pas rester seul dans son coin et subir cette condition-là. On peut aider, il ne faut pas avoir peur. Il faut oser franchir le cap, ça ne peut être que bénéfique de se faire aider. C'est une maladie, et comme pour toute autre maladie, il y a des traitements. Donc, ne pas s'isoler, ne pas avoir honte, mais oser venir en discuter avec nous pour réfléchir ensemble à des solutions. C'est votre vie, c'est votre santé, on n'en a qu'une de santé. On n'en a qu'une de vie. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour se dire maintenant, je prends vraiment ma santé en main, je franchis le cap, je prends mon téléphone, je prends rendez-vous sur Internet et je viens en discuter.
Oui, ne fût-ce que venir au moins en discuter, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette question de la peur aussi des opérations. Hein. On entend beaucoup de choses sur les réseaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, si on tape bypass ou autre, attention, c'est dangereux, voilà, etc. Mais vous avez bien expliqué qu'avec un bon suivi, normalement, il n'y a pas de souci et qu'il faut. Et puis, de toute façon, c'est une décision mûrement réfléchie avec plusieurs professionnels autour, quoi. Oui, donc les patients qui viennent, c'est pas parce qu'ils viennent qu'ils vont se faire opérer. Donc, venez prendre des renseignements, savoir, oui. qu'on discute, rencontrer les collègues, qu'on puisse en discuter, simplement pour avoir les bonnes informations. Oui. Ok, alors je vous remercie. Neil, un petit conseil pour nos auditeurs ? Oui, quand même. Donc, ose parler avec les professionnels, mais aussi avec ton entourage, avec ta famille, avec tes amis. Comment tu te sens aussi, comment tu te sens dans ton corps. Et donc, du coup, le conseil pour l'entourage, écoute. Oui. Ne dis pas tout de suite, oui, mais non, c'est bon, t'es pas trop grosse, t'es pas trop maigre. Non, écoute comment la personne se sent dans son corps et essaye d'en parler ensemble. Ouais. Je vous remercie, c'était une très chouette émission. Alors, chers auditeurs, vous nous retrouvez toutes les 2 semaines, le jeudi, entre 18 et 19h sur Arabelle FM au 106.8. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Je vous dis à très bientôt et bon week-end. Bon, Stalingrad.